15 acteurs adorés ont payé le prix ultime pour des cascades qui semblaient inoffensives à l'écran, mais terriblement risquées en coulisses. Dans cette enquête sombre et fascinante, vous allez découvrir les vérités cachées derrière ces scènes d'action inoubliables, et je vous promets que certaines révélations vont réellement vous surprendre. Numéro 1. Paul Walker. Le 30 novembre 2013, dans l'après-midi de la ville de Santa Clarita, a marqué un tournant brutal dans l'histoire du cinéma et dans la mémoire du public français. Ce jour-là, un trajet en voiture présenté comme une courte sortie entre amis s'est transformé en événement dramatique qui a secoué le monde entier. La date résonne encore fortement en France parce que Paul Walker était devenu une figure profondément associée aux films de vitesse et de mécanique que les spectateurs suivaient depuis le début des années 2000. Les salles françaises vibraient chaque fois que son personnage prenait le volant. Le public français se rappelle la lumière bleue de ses yeux, son sourire calme, son allure de jeune homme proche des gens simples. Paul Walker représentait pour beaucoup un symbole de courage discret derrière les scènes de conduite spectaculaires. Son attachement aux voitures de collection et aux moteurs puissants n'était pas un simple élément de scénario. Cette passion était le cœur de sa vie. Chaque véhicule qu'il conduisait reflétait une compréhension intime de la mécanique et un respect profond pour la précision nécessaire à chaque déplacement. Le jour de l'accident, la route était claire et le ciel calme. Une promenade censée durer quelques minutes seulement a pris une tournure inattendue. La voiture rouge, conduite par son ami, roulait sur une zone que les habitants connaissaient bien. Les premières informations venues de Californie sont arrivées en France avec une vague de stupéfaction. Les chaînes de télévision françaises ont interrompu leur programme pour relayer la nouvelle. Les réseaux sociaux ont explosé sous le poids des messages de soutien. La France a toujours entretenu un lien particulier avec les films d'action américains. La saga automobile dans laquelle Paul Walker brillait figurait parmi les plus regardées dans l'Hexagone. De nombreux fans français imitaient son style vestimentaire et décoraient leurs véhicules en hommage à son personnage. La disparition soudaine a laissé une impression profonde, car elle semblait sortir directement de l'un de ces films où la vitesse devient la signature d'un héros. Les hommages spontanés ont fleuri devant les cinémas de Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Les spectateurs déposaient des photos, des messages écrits à la main, parfois même des petites voitures miniatures. La France a salué un artiste qui avait su lier émotion, précision et maîtrise technique. Sa passion a laissé une empreinte durable dans le cœur du public français. Numéro 2. Brandon Lee. Le 31 mars 1993, dans un studio de Wilmington en Caroline du Nord, a marqué un moment qui reste gravé dans la mémoire de nombreux spectateurs français. Ce jour-là, une scène prévue pour être parfaitement contrôlée a dérapé à cause d'un enchaînement d'erreurs techniques que personne n'avait imaginé possible. La production travaillait depuis plusieurs semaines sur un film sombre et stylisé qui attirait déjà la curiosité du public français grâce à son atmosphère unique et à la personnalité charismatique de Brandon Lee. L'équipe préparait une séquence importante qui nécessitait une grande précision. Le décor était éclairé par une lumière tamisée et chaque membre du plateau suivait son rôle avec sérieux. Brandon Lee arrivait alors à un moment clé de l'histoire. Son énergie calme et professionnelle donnait au plateau une atmosphère concentrée. Les techniciens observaient chaque geste. La scène exigeait l'utilisation d'un accessoire chargé uniquement d'éléments inoffensifs. Le geste devait être rapide, le mouvement calculé, l'exécution sans danger. La date est restée dans l'esprit du public français car Brandon Lee représentait beaucoup plus qu'un acteur prometteur. Il était pour les spectateurs francophones l'image d'un artiste qui associait discipline, présence et douceur. Les magazines de cinéma en France suivaient son parcours depuis plusieurs années. Les interviews publiées dans la presse française montraient un jeune homme attentif, respectueux et profondément investi dans son métier. Lorsque la nouvelle a été annoncée en France, les réactions ont été immédiates. Les chaînes d'information ont diffusé des rétrospectives. Les spectateurs français qui attendaient la sortie du film ont exprimé leur émotion devant cette disparition qui semblait tout droit sortie d'un récit tragique. Les salles de cinéma ont accueilli le film quelques mois plus tard avec une atmosphère particulière. Chaque apparition de Brandon Lee suscitait une attention presque silencieuse. Le public ressentait une forme de respect pour un artiste dont la carrière venait de s'interrompre brusquement. La France a aussi beaucoup parlé de l'hommage rendu dans les dernières images du film. Ce geste discret a touché de nombreux spectateurs qui considéraient Brandon Lee comme l'un des talents les plus attachants de sa génération. L'impact culturel a été profond. Les cinéphiles français continuent de revoir son travail avec la même admiration. Son nom demeure associé à une élégance rare et à une passion sincère pour le cinéma.
Si vous souhaitez partager votre ressenti sur cette histoire, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Numéro 3. James Dean. Le 30 septembre 1955, vers la fin de l'après-midi, a marqué l'un des moments les plus bouleversants pour les admirateurs français de cinéma américain. Ce jour-là, James Dean roulait sur une route de Californie au volant de la voiture sportive qu'il venait tout juste d'acquérir. Le trajet semblait ordinaire. Il se rendait vers un lieu où devait se tenir une compétition automobile. Le temps était clair et la route dégagée. Les témoins présents ont décrit une ambiance calme et sans agitation particulière. La date est devenue un repère dans la mémoire du public français, car James Dean représentait plus qu'un acteur. Il symbolisait la jeunesse rebelle, fragile et élégante, que les spectateurs de France avaient adoptée depuis la sortie de ses films. Les magazines français de l'époque publiaient régulièrement des portraits de lui. Les jeunes de Paris, Lyon ou Bordeaux imitaient sa coiffure et son style vestimentaire. Son image apparaissait dans les vitrines, sur les murs des ciné-clubs et dans les pages culturelles des journaux. Le 30 septembre 1955 a donc résonné comme un choc. Les premières nouvelles venues des États-Unis ont été reprises rapidement par la presse française. Les rédactions ont souligné l'ironie tragique de cette disparition liée à la passion pour la vitesse que James Dean cultivait en dehors des plateaux de tournage. Le public français suivait déjà avec fascination les courses automobiles auxquelles il participait occasionnellement. Cette passion donnait à son mythe un parfum de liberté et de risque que beaucoup associaient au rêve américain. Dans les jours qui ont suivi, la France a vu une vague d'hommages spontanés. Les cinémas ont réédité ses films. Les affiches ont été ressorties. Les critiques français se sont penchés sur la courte filmographie de l'acteur et ont salué son intensité et sa sensibilité. Les ciné-clubs ont organisé des projections spéciales où les spectateurs observaient chaque scène avec une attention nouvelle. Il existait une impression que chaque geste, chaque regard contenait désormais une profondeur particulière. Les années suivantes n'ont fait qu'amplifier son aura en France. James Dean est resté le visage d'une génération qui cherchait son identité. Son histoire a traversé le temps grâce aux écrivains, journalistes et passionnés de cinéma qui continuaient d'évoquer sa trajectoire. La France voit encore en lui un artiste singulier, dont la présence brève mais intense a marqué durablement l'imaginaire collectif. Numéro 4. Steve Irwin. Le 4 septembre 2006, au large de la côte du Queensland, a marqué un moment profondément marquant pour les admirateurs français des documentaires animaliers. Ce jour-là, Steve Irwin participait au tournage d'un programme consacré à la beauté des fonds marins. La météo était calme et la visibilité excellente. L'équipe filmait depuis plusieurs heures dans une zone réputée paisible où l'on observait souvent des animaux marins évoluant en douceur. Steve Irwin avançait avec l'enthousiasme qui avait fait de lui une figure emblématique pour le public français. Les téléspectateurs de France connaissaient son énergie, sa bienveillance et sa manière unique d'expliquer la nature sauvage. Les chaînes françaises diffusaient régulièrement ses documentaires. Les enfants comme les adultes appréciaient sa spontanéité et son respect pour les animaux qu'il rencontrait. Sa voix, son accent et son humour avaient conquis un public très large dans l'Hexagone. Le 4 septembre 2006 a changé la perception de ces tournages que beaucoup imaginaient entièrement maîtrisés. Ce jour-là, Steve Irwin observait une grande raie dans des eaux peu profondes. L'animal semblait calme et l'équipe avançait avec prudence. Une interaction brève et imprévue a pourtant interrompu le tournage. L'équipe de production a immédiatement interrompu le travail pour lui porter assistance et tenter de le ramener vers le bateau. Les secours ont agi sans relâche, mais la situation a évolué trop rapidement. Lorsque la nouvelle a atteint la France, elle a créé une onde d'émotion. Les journaux télévisés ont rendu hommage à l'animateur qui avait popularisé la découverte de la faune sauvage auprès de millions de personnes. Les téléspectateurs français se souvenaient de ses explications passionnées, de sa manière de montrer que la nature devait être respectée et protégée. Les réseaux sociaux ont relayé des messages venant du monde entier. Dans les jours qui ont suivi, les chaînes françaises ont modifié leur programmation pour rediffuser certains de ces documentaires. Les images de Steve Irwin marchant dans les forêts tropicales, plongeant près des récifs ou observant des reptiles, ont rappelé à quel point il maîtrisait l'art de transmettre la beauté de la nature. Son approche pédagogique, accessible et chaleureuse, a marqué durablement la France. Les éducateurs, les familles et les passionnés de sciences naturelles ont salué l'homme qui avait su donner envie à tant de personnes de comprendre le monde animal. Aujourd'hui encore, Steve Irwin reste dans la mémoire du public français comme une figure positive et inspirante, dont la passion sincère continue d'éveiller la curiosité et le respect pour la vie sauvage. Numéro 5. John Eric Exum.
Le 12 octobre 1984, dans un studio de Los Angeles, a marqué un moment qui a profondément surpris les spectateurs français qui suivaient ces séries diffusées dans l'Hexagone. Ce jour-là, l'équipe travaillait depuis le début de l'après-midi sur un épisode qui nécessitait une ambiance tendue, des déplacements rapides et un sens précis du rythme. Le plateau était animé, les projecteurs éclairaient une scène d'intérieur et les techniciens ajustaient les décors avec méthode. Jon-Erik Exum se trouvait entre deux prises. Il attendait les indications suivantes du réalisateur. L'atmosphère sur le plateau était détendue malgré la complexité de la scène à venir. L'accessoire utilisé pour la séquence était un revolver chargé uniquement d'éléments inoffensifs, un objet courant dans les productions américaines de l'époque. La préparation de la scène devait reprendre dans quelques minutes, chacun se tenait prêt à reprendre sa place. Le 12 octobre 1984 est resté gravé dans l'esprit du public français parce que la diffusion de ces séries en France avait révélé un acteur au sourire chaleureux et à la présence naturelle. Les téléspectateurs français appréciaient son style simple, son énergie et son expression parfois malicieuse. Les magazines de télévision publiaient régulièrement des photos de lui et de nombreux jeunes adultes le considéraient comme un visage prometteur du petit écran américain. Lorsque les premières informations ont circulé en France, elles ont provoqué une vive émotion. Les journaux télévisés ont relayé les circonstances du tournage et les détails techniques qui avaient contribué à la situation. La presse française a souligné le caractère inattendu de cet événement survenu dans un environnement que l'on croyait rigoureusement sécurisé. Les équipes de production utilisaient des protocoles que beaucoup estimaient fiables. Cette impression de maîtrise renforçait encore l'incompréhension face à ce qui venait de se produire. Les années suivantes ont vu naître en France de nombreuses analyses et réflexions autour des mesures de sécurité sur les plateaux. Le nom de Jon-Erik Exum a été régulièrement cité dans les discussions concernant les accessoires, la formation des équipes et la nécessité d'un cadre plus strict. Les professionnels français du cinéma et de la télévision ont étudié ce cas pour renforcer leurs propres pratiques. Aujourd'hui encore, Jon-Erik Exum reste dans la mémoire du public français comme un artiste talentueux dont la carrière avait à peine commencé à s'épanouir. Son histoire continue d'être évoquée comme un rappel important sur l'attention indispensable à la sécurité dans le monde du spectacle. Numéro 6. Vic Morrow. Le 23 juillet 1982, au cœur d'un tournage nocturne dans une zone rurale de Californie, a marqué un moment dont le public français se souvient encore avec une profonde émotion. Ce jour-là, l'équipe d'un film ambitieux travaillait sur une séquence spectaculaire mêlant lumière artificielle, fumée, explosion contrôlée et la présence d'un hélicoptère évoluant à basse altitude. L'atmosphère était dense et la préparation minutieuse. Chaque membre de l'équipe suivait un plan de travail précis pour assurer la fluidité de la scène. Vic Morrow se tenait prêt pour une prise considérée comme capitale dans la progression du récit. Les techniciens ajustaient les effets visuels, le pilote de l'hélicoptère recevait les dernières consignes de positionnement et les acteurs devaient se déplacer dans un décor représentant une zone de conflit. La coordination demandait une parfaite synchronisation entre les mouvements du pilote et ceux des acteurs sur le sol. Le 23 juillet 1982 a profondément touché le public français, car Vic Morrow faisait partie de ces visages familiers que les téléspectateurs de France avaient découverts à travers de nombreux films, séries américains. Sa voix grave, son regard intense et son jeu mesuré avaient conquis les amateurs de cinéma et de télévision. Les critiques français appréciaient sa capacité à donner de la densité à ses personnages, même dans des rôles secondaires. Lorsque la nouvelle a été annoncée en France, les journaux ont immédiatement relayé les circonstances du tournage. Les émissions spécialisées ont expliqué la complexité d'une scène mêlant engins aériens, pyrotechnie et déplacements coordonnés. Les spectateurs français ont été frappés par le caractère inattendu de cet événement. Le fait qu'il survienne dans un environnement très encadré renforçait l'impression de stupeur. Dans les mois qui ont suivi, les discussions en France se sont concentrées sur la sécurité dans les productions à grand spectacle. Les études publiées par la presse française ont rappelé l'importance de protocoles stricts lors de l'utilisation d'aéronefs sur un plateau. Le nom de Vic Morrow a souvent été mentionné comme un symbole des risques auxquels certaines équipes sont confrontées lorsqu'elles cherchent à offrir des images spectaculaires au public. Son histoire a continué d'être évoquée au fil des années dans les articles consacrés au tournage difficile et aux défis techniques du cinéma. Le public français garde de lui l'image d'un acteur solide, impliqué et respecté. Sa carrière reste associée à des œuvres marquantes qui ont traversé le temps. Si vous souhaitez partager votre avis sur cette histoire, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Numéro 7. Roy Kinnear.
Le 20 septembre 1988, durant le tournage d'un film d'aventure en Espagne, a marqué un moment profondément marquant pour le public français qui appréciait depuis longtemps son humour et sa présence chaleureuse à l'écran. Ce jour-là, l'équipe préparait une scène de poursuite nécessitant plusieurs chevaux, des déplacements rapides et un terrain irrégulier. Les prises précédentes avaient demandé de nombreux ajustements, car le décor naturel rendait chaque mouvement difficile à anticiper. Le réalisateur souhaitait obtenir une séquence fluide où les acteurs semblaient parfaitement intégrés au paysage. Roy Kinnear participait à cette journée de tournage avec le professionnalisme qui le caractérisait. Les spectateurs français connaissaient son visage grâce à ses rôles dans des comédies, des films historiques et diverses productions britanniques régulièrement diffusées à la télévision française. Son talent mêlant humour discret, sens du timing et grande sensibilité avait fait de lui un acteur respecté dans l'Hexagone. Les critiques français saluaient souvent sa capacité à donner une profondeur inattendue à des rôles parfois secondaires. Le 20 septembre 1988 s'est transformé en un jour dont l'équipe et le public français allaient se souvenir longtemps. La scène en préparation exigeait que Roy Kinnear franchisse un passage étroit à cheval. Le cheval avait déjà montré quelques signes d'hésitation lors des essais. Le terrain présentait des pierres et des irrégularités difficiles à voir à distance. Lorsque l'action a été lancée, le cheval a glissé et Roy Kinnear a chuté violemment au sol. L'équipe présente sur place a immédiatement interrompu le tournage pour lui porter assistance. La nouvelle est parvenue en France quelques heures plus tard. Les journaux français ont rappelé la carrière de l'acteur, sa finesse comique et sa faculté à émouvoir le public sans jamais forcer le trait. Les rédactions ont souligné combien les scènes impliquant des chevaux nécessitent une préparation rigoureuse même lorsqu'elles paraissent simples à l'écran. Les spectateurs français ont exprimé leur tristesse en se remémorant ces interprétations marquantes. Dans les semaines qui ont suivi, la France a vu se multiplier les hommages. Les émissions culturelles ont rediffusé des extraits de ses rôles les plus appréciés. Les professionnels du cinéma ont rappelé combien Roy Kinnear avait marqué plusieurs générations de spectateurs. Son histoire est restée associée à l'idée qu'un acteur capable de faire rire peut aussi toucher profondément par sa sincérité et sa simplicité. Sa disparition a laissé une empreinte durable dans le cœur du public français. Numéro 8. Martha Mansfield. Le 30 novembre 1923, durant le tournage d'un film historique à San Antonio au Texas, a marqué un moment qui a profondément bouleversé le public français amateur de cinéma muet. Ce jour-là, l'équipe travaillait sur une scène d'extérieur demandant de nombreux figurants, des costumes d'époque et une organisation logistique importante. Le décor représentait une rue du XIXe siècle avec des calèches, des soldats et des passants. La température était douce et la lumière naturelle était jugée idéale pour les prises prévues. Martha Mansfield portait une robe volumineuse typique des productions historiques de l'époque. Les actrices de ce genre de film apparaissaient souvent entourées de larges jupons, de voiles et de tissus superposés qui donnaient aux personnages une allure majestueuse à l'écran. Ces costumes, bien que magnifiques, représentaient parfois une gêne dans les déplacements et une source de fatigue pour les interprètes. Le 30 novembre 1923, une pause avait été accordée entre deux prises. Martha Mansfield se tenait près d'une voiture utilisée par l'équipe technique. Plusieurs acteurs et membres du plateau se reposaient ou relisaient leurs textes. Un geste accidentel a toutefois bouleversé le calme qui régnait. Une source de chaleur trop proche du costume immédiatement produit une réaction intense. L'équipe présente sur place a réagi en toute hâte pour lui venir en aide. Des couvertures et des manteaux ont été jetés sur elle dans une tentative de contenir la situation. Elle a été transportée rapidement vers un établissement médical situé non loin du lieu de tournage. Lorsque la nouvelle a atteint la France, elle a suscité une profonde émotion dans les cercles cinéphiles. Les revues spécialisées françaises, très attentives au cinéma américain muet, ont rappelé la carrière prometteuse de Martha Mansfield. Son jeu expressif, sa grâce et sa capacité à occuper l'écran malgré son jeune âge avaient déjà séduit de nombreux spectateurs en France. Les critiques soulignaient qu'elle comptait parmi les actrices dont la carrière aurait pu prendre une dimension considérable dans les années suivantes. Dans les semaines qui ont suivi, les journaux français ont publié de longs articles sur la sécurité insuffisante des tournages à l'époque et sur les conditions difficiles auxquelles les acteurs étaient confrontés. Le nom de Martha Mansfield a été associé à un appel à davantage de précaution dans les productions cinématographiques. Sa carrière brève mais marquante est restée dans la mémoire du public français comme l'une des plus belles promesses du cinéma muet. Numéro 9. Gilles Delamarre. Le 31 mai 1966, au cours d'un tournage en région parisienne,
a marqué un moment profondément inscrit dans la mémoire du cinéma français. Ce jour-là, l'équipe travaillait sur une séquence de poursuite automobile destinée à donner un réalisme puissant à un film d'action. Les cascades devaient être exécutées sur une route en construction, permettant de contrôler la circulation mais présentant encore des zones irrégulières et des obstacles techniques. Les véhicules utilisés avaient été préparés spécifiquement pour la scène, afin d'assurer précision et stabilité. Gilles Delamarre, figure majeure du cinéma français, se trouvait au volant. Les spectateurs de France connaissaient son nom depuis des années. Il était le cascadeur le plus respecté de sa génération, celui qui avait métamorphosé la manière de tourner les scènes dangereuses. Il avait participé à de nombreux films populaires, et la presse française saluait régulièrement son professionnalisme, sa rigueur et son audace parfaitement maîtrisée. Il était également acteur, doublant parfois les rôles les plus physiques lorsque les productions nécessitaient un talent d'exception. Le 31 mai 1966, la scène en préparation demandait une manœuvre complexe qui nécessitait un enchaînement fluide de virages serrés et d'accélérations franches. L'équipe technique se tenait à distance pour observer le passage. Les caméras étaient positionnées pour capter le mouvement du véhicule dans une perspective dynamique. Les essais précédents s'étaient déroulés correctement, mais le décor restait exigeant. Au moment de l'action, la voiture conduite par Gilles Delamarre s'est engagée dans la manœuvre prévue. Le terrain présentait toutefois une variation inattendue. Une déviation du véhicule a bouleversé la trajectoire et a entraîné un choc violent. L'équipe a immédiatement accouru pour intervenir. Le tournage a été interrompu et une assistance médicale a été sollicitée sans délai. Lorsque la nouvelle s'est répandue en France, le monde du cinéma a été profondément marqué. Les journaux ont rappelé que Gilles Delamarre avait contribué à moderniser les cascades en France en leur donnant une dimension nouvelle, plus spectaculaire mais aussi plus encadrée. Les cinéastes, les acteurs et les techniciens évoquaient souvent son influence et sa capacité à transmettre son savoir-faire. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux hommages ont été rendus. Les professionnels ont souligné combien son engagement avait permis au cinéma français d'acquérir une réputation internationale dans l'art des scènes d'action. Son nom reste associé au courage, à la précision et à une passion totale pour son métier. Malgré sa disparition le 31 mai 1966, le public français continue de reconnaître en lui un pionnier des cascades et une figure essentielle du 7e art. Numéro 10, Art Scholl. Le 6 septembre 1985, durant un vol de tournage au-dessus de l'océan Pacifique, a marqué un moment très commenté par les amateurs français de films d'aviation. Ce jour-là, Art Scholl participait à la réalisation d'images aériennes destinées à un long métrage dont les scènes de vol devaient offrir un réalisme impressionnant. Le ciel était clair, les vents légers et les conditions semblaient parfaitement adaptées aux prises prévues. L'appareil qu'il pilotait avait été équipé de caméras spécialement fixées pour capturer des mouvements rapides et des changements soudains d'altitude. Art Scholl était l'un des pilotes les plus respectés dans le milieu du cinéma. Les Français passionnés d'aviation connaissaient son nom grâce à ses démonstrations aériennes et à son implication dans de nombreux films américains. Son expertise, sa précision et sa capacité à exécuter des manœuvres complexes avaient fait de lui une référence. Les professionnels français évoquaient souvent son talent dans les revues spécialisées consacrées aux techniques de tournage et aux scènes spectaculaires. Le 6 septembre 1985, une séquence nécessitant une vrille contrôlée avait été programmée. L'équipe au sol suivait la progression du vol grâce aux communications radio. Les caméras installées dans l'appareil devaient enregistrer la descente en rotation puis le redressement final. Cette manœuvre exigeait une parfaite maîtrise de la trajectoire et une coordination étroite avec l'équipe technique. Au moment où l'appareil a commencé la rotation prévue, les observateurs ont remarqué que le mouvement semblait plus ample que lors des essais précédents. L'équipe au sol a tenté de contacter Art Scholl pour vérifier les paramètres du vol. L'avion a continué à descendre alors que l'altitude diminuait rapidement. Les communications se sont interrompues et l'appareil a disparu dans les eaux profondes du Pacifique. Les opérations de recherche ont débuté immédiatement mais n'ont pas permis de retrouver le pilote ni l'avion. La nouvelle s'est rapidement répandue en France, où le travail d'Art Scholl était largement admiré. Les journaux ont rappelé combien il avait contribué à donner au film d'aviation une dimension spectaculaire, fondée sur un sens aigu du réalisme. Les cinéphiles français se souvenaient de ses performances et de son engagement total pour offrir des images authentiques. Les documentaires consacrés aux coulisses du cinéma ont souvent évoqué son parcours et son influence durable dans le domaine des prises aériennes. Aujourd'hui encore, Art Scholl
demeure dans la mémoire du public français comme un maître de la voltige cinématographique, un artiste du ciel dont la passion a laissé une trace profonde dans l'histoire des scènes aériennes. Si vous souhaitez donner votre avis sur cette histoire, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Numéro 11. Paul Mantz. Le 8 juillet 1965, durant le tournage d'un film d'aventure dans le désert de l'Arizona, a marqué un moment que les passionnés français d'aviation et de cinéma n'ont jamais oublié. Ce jour-là, les équipes travaillaient sous une chaleur intense. Le décor représentait une vaste étendue de sable utilisée pour simuler un environnement hostile où un avion de fortune devait évoluer. La production avait préparé un appareil spécialement assemblé pour les besoins du scénario. Cet avion singulier était constitué de pièces modifiées afin de donner l'impression d'un engin reconstruit à partir d'épaves retrouvées dans un désert lointain. Paul Mantz, pilote chevronné et figure emblématique des films aériens américains, avait été engagé pour réaliser la séquence la plus délicate du tournage. Les spectateurs français connaissaient déjà son nom grâce à de nombreux longs métrages de l'époque où les scènes aériennes tenaient une place importante. Les magazines de cinéma en France évoquaient souvent sa précision, son sang-froid et sa capacité à exécuter des manœuvres réputées impossibles. Il était considéré comme l'un des plus grands spécialistes de l'aviation cinématographique. Le 8 juillet 1965, la scène prévue consistait en un vol à basse altitude au ras des dunes. L'objectif était de montrer l'avion brinque-ballant survolant le désert de manière spectaculaire avant de tenter un atterrissage difficile. L'équipe technique avait placé des caméras au sol pour capturer la trajectoire et la poussière soulevée. Les communications entre le pilote et l'équipe se faisaient régulièrement pour vérifier chaque paramètre. Les premières répétitions avaient montré que l'appareil répondait de manière moins stable qu'un avion classique. Au moment de la prise décisive, Paul Mantz a engagé l'appareil dans une descente progressive. Le sable formait une surface irrégulière. Une légère inclinaison du sol a suffi à modifier la trajectoire de l'avion. L'appareil a heurté une dune de manière brusque. Le choc a sectionné le fuselage et l'avion s'est immobilisé immédiatement. Les équipes au sol ont couru vers le lieu de l'impact pour tenter de porter secours. La chaleur, la poussière et les débris rendaient le déplacement difficile. Les nouvelles venues du désert se sont rapidement propagées jusqu'en France. Les journaux ont rappelé l'immense contribution de Paul Mantz au cinéma. Les critiques soulignaient qu'il avait révolutionné les prises de vue aériennes en apportant une vision nouvelle où l'action et la maîtrise technique se rejoignaient. Dans les ciné-clubs français, son nom était souvent cité lorsqu'on évoquait les moments les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma américain. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par des hommages dans de nombreuses publications françaises. Les passionnés d'aviation ont rappelé que Paul Mantz avait participé à la formation de pilotes, à des shows aériens et à la conception de séquences audacieuses devenues mythiques. Sa disparition le 8 juillet 1965 a poussé les professionnels à reconsidérer l'importance de l'équipement et des essais préalables lors de l'utilisation d'appareils modifiés. Aujourd'hui encore, Paul Mantz reste dans la mémoire du public français comme un maître du vol cinématographique. Son travail a influencé des générations de réalisateurs et de pilotes. Chaque fois qu'un film montre un avion frôlant une montagne ou une plaine désertique, on retrouve un héritage de l'audace et de la précision qui caractérisait cet homme. Numéro 12. Henry Blythe Halicki. Le 20 août 1989, durant le tournage d'une scène d'action en Californie, a marqué un moment qui a profondément impressionné le public français amateur de films automobiles. Ce jour-là, une équipe nombreuse préparait une séquence spectaculaire destinée à un long métrage où les poursuites de voitures occupaient une place centrale. Le décor avait été aménagé dans une zone urbaine, comprenant des rues étroites, des bâtiments désaffectés et des structures métalliques, utilisées pour créer un effet de chaos contrôlé. Les techniciens travaillaient depuis le matin pour ajuster les angles de caméra, la position des véhicules et le mouvement des figurants. Henry Blythe Halicki supervisait personnellement cette préparation. Les spectateurs français connaissaient son nom grâce au succès du film, dans lequel l'exploit automobile occupait une position essentielle. Son style unique, mélange d'audace et de précision, avait séduit un large public en France. Les critiques français le décrivaient comme un autodidacte passionné, capable de créer des scènes d'action d'un réalisme saisissant, sans recourir à des artifices sophistiqués. Sa réputation reposait sur sa capacité à concevoir des poursuites haletantes et à exécuter lui-même les manœuvres les plus délicates. Le 20 août 1989, la scène prévue devait montrer un effondrement spectaculaire provoqué par la chute d'un objet lourd. Le dispositif comprenait des câbles,
une structure métallique et plusieurs véhicules positionnés pour créer un enchaînement coordonné. L'équipe ajustait encore les derniers détails lorsque Henry Blight Halicki s'est approché de la zone afin de superviser la séquence. Les essais avaient montré que la structure réagissait de manière légèrement imprévisible, ce qui nécessitait une vigilance accrue de la part de tous les intervenants. Au moment où l'action devait être lancée, un mouvement soudain et non anticipé a bouleversé la préparation. La structure métallique s'est déplacée avec une force supérieure aux prévisions. L'équipe présente sur place a vu l'ensemble se déstabiliser. Les techniciens ont interrompu la prise et se sont précipités pour intervenir. Les secours ont été appelés immédiatement. Les conditions du décor, combinant métal, câbles et débris, rendaient l'accès difficile pour les équipes techniques. Lorsque la nouvelle a été annoncée en France, elle a suscité une réaction particulièrement vive parmi les amateurs de cinéma d'action. Les journaux français ont rappelé que Henry Blight Halicki était l'un des rares réalisateurs à concevoir, diriger et exécuter lui-même les scènes les plus complexes. Les articles ont souligné son rôle pionnier dans l'évolution des poursuites automobiles, un domaine dans lequel il avait imposé sa marque dès les années 70. Dans les semaines qui ont suivi, la presse française a multiplié les hommages. Les ciné-clubs spécialisés ont organisé des projections retraçant son parcours. Les critiques soulignaient l'ingéniosité avec laquelle il transformait des environnements urbains ordinaires en décors d'action d'une intensité remarquable. Son nom est resté associé à une forme de cinéma artisanal où la maîtrise technique et la créativité prenaient le pas sur les effets numériques. Aujourd'hui encore, les spectateurs français se souviennent de Henry Blight Halicki comme d'un créateur passionné dont l'œuvre a influencé durablement les scènes automobiles modernes. Ses idées, ses méthodes et son engagement total continuent d'inspirer les professionnels du cinéma et les amateurs de poursuites spectaculaires. Numéro 14, Jayan. Le 6 novembre 1980, lors du tournage d'un film d'action dans l'état du Kerala, a marqué un moment dont les amateurs français de cinéma indien se souviennent encore. Ce jour-là, l'équipe travaillait sur une séquence considérée comme l'une des plus ambitieuses du projet. Le décor avait été installé dans une zone dégagée où la caméra pouvait suivre un mouvement rapide impliquant une moto, un hélicoptère et plusieurs figurants. Les préparatifs avaient commencé dès le matin, sous une chaleur humide. Les techniciens vérifiaient la hauteur de l'appareil, la trajectoire de la moto et l'alignement des caméras afin d'assurer une synchronisation parfaite. Jayan était au centre de cette scène. Les spectateurs français qui suivaient les films indiens de cette époque connaissaient son nom. Il représentait une figure emblématique du cinéma d'action, un acteur dont la présence physique dominait l'écran. Les revues spécialisées en France notaient souvent son charisme, sa façon de jouer avec intensité et sa volonté de réaliser lui-même les scènes les plus dangereuses. Il incarnait une conception du cinéma où le réalisme visuel occupait une place essentielle. Le 6 novembre 1980, une prise complexe avait été programmée. Jayan devait s'approcher en moto d'un hélicoptère en vol stationnaire. Le rôle exigeait qu'il saisisse une partie de l'appareil avant de se hisser dans la cabine. L'équipe avait répété cette action à plusieurs reprises. La machine se stabilisait avec difficulté car le vent se levait par intermittence. Les échanges entre les techniciens et le pilote confirmaient la nécessité d'une précision absolue. Au moment de la prise, la moto s'est engagée dans la trajectoire prévue. L'hélicoptère maintenait une position fixe, légèrement au-dessus du sol. Jayan a exécuté les premières étapes du mouvement comme lors des répétitions. Le bruit des pales augmentait l'intensité de la scène. Une variation soudaine du vent a modifié l'équilibre de l'appareil. L'hélicoptère a oscillé, rendant la manœuvre plus difficile. L'équipe présente sur le plateau a observé un changement rapide dans la stabilité de la machine. Le pilote a tenté de corriger l'inclinaison. L'enchaînement des mouvements a entraîné une perte de contrôle qui a transformé la scène en un moment extrêmement critique. Lorsque les premières informations sont parvenues en France, elles ont suscité une vive émotion parmi les amateurs de cinéma indien. Les journaux français ont rappelé la carrière intense de Jayan, sa popularité immense et son influence sur les films d'action de son époque. Les rédactions ont souligné qu'il était l'un des rares acteurs à vouloir exécuter chaque cascade lui-même, donnant aux scènes un réalisme rare. Dans les semaines qui ont suivi, les publications françaises ont rendu hommage à son parcours. Les critiques ont salué son engagement total, sa force de jeu et sa détermination. Son histoire a été longuement revisitée dans les articles consacrés aux tournages exigeants et à la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Aujourd'hui encore, le public français qui s'intéresse au cinéma indien se souvient de Jayan comme d'un artiste puissant et courageux.
Sa présence continue d'habiter les discussions autour des grandes figures du cinéma d'action et de l'évolution des cascades dans le monde. Numéro 15. Conway Wycliffe. Le 22 septembre 2007, durant la préparation d'une scène en extérieur en Angleterre, a marqué un moment dont les amateurs français de films d'action se souviennent encore. Ce jour-là, l'équipe travaillait sur une séquence destinée à un long métrage très attendu qui utilisait des véhicules spécialement modifiés pour créer un univers sombre et spectaculaire. La scène préparée nécessitait la répétition d'un mouvement complexe impliquant une voiture de cascade, une caméra montée sur un véhicule parallèle et un décor composé d'obstacles soigneusement positionnés. Les techniciens vérifiaient les trajectoires, les distances de sécurité et la vitesse des véhicules avant chaque essai. Conway Wycliffe occupait un rôle essentiel dans cette préparation. Les spectateurs français qui suivaient les films d'action hollywoodiens connaissaient son travail grâce à son implication dans plusieurs productions où les scènes de poursuite occupaient une place importante. Les revues spécialisées en France présentaient souvent son nom parmi ceux des techniciens les plus talentueux. Sa maîtrise du cadrage dynamique et sa capacité à filmer les véhicules en mouvement faisaient de lui un collaborateur précieux. Le 22 septembre 2007, la scène de répétition devait simuler une poursuite intense. Le véhicule équipé de caméras suivait de près une voiture spécialement préparée. Les deux machines avançaient à vitesse modérée afin de vérifier la cohérence du mouvement. Le décor comportait plusieurs zones de virage, de légères élévations du terrain et des éléments ajoutés pour renforcer le réalisme de la scène. Les échanges entre le coordinateur de la cascade et les pilotes confirmaient la nécessité de maintenir une trajectoire impeccable. Au moment où la répétition a débuté, le véhicule caméra s'est engagé dans une courbe prévue. L'équipe observait la fluidité des mouvements. La voiture de cascade avançait avec régularité. Une légère variation du terrain a modifié la précision de la manœuvre. Le conducteur du véhicule caméra a tenté de corriger la trajectoire, mais la combinaison de la vitesse, du virage et de l'inclinaison du sol a rendu le contrôle plus difficile. Le véhicule s'est rapproché d'un obstacle fixe. L'équipe au sol a immédiatement interrompu la prise. Les secours se sont précipités, appelés sans délai par les techniciens présents sur place. Lorsque la nouvelle est parvenue en France, elle a suscité une émotion profonde parmi les amateurs de cinéma qui connaissaient les coulisses de ce tournage ambitieux. Les journaux français ont rappelé le rôle essentiel des techniciens spécialisés dans les scènes d'action et leur contribution décisive à l'intensité visuelle des films. Les critiques ont souligné que Conway Wycliffe comptait parmi ces artistes de l'ombre, dont le travail permettait de créer des images mémorables. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs publications françaises ont rendu hommage à son parcours. Les professionnels du cinéma ont rappelé l'importance d'un cadre strict pour assurer la sécurité lors des prises complexes. Conway Wycliffe est resté dans la mémoire du public français comme l'un de ces techniciens passionnés dont la précision et l'engagement ont contribué à façonner certains des films les plus marquants de son époque. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À très bientôt et prenez soin de vous.